il y a un an, avant que commence l'aventure qui fait l'objet de cette enquête, voilà les seules images que pouvait offrir le plateau de Pardaillan, à 40 km de Béziers. Ce spectacle, qui est aujourd'hui celui de 350 villages français, il a un nom dans les dossiers des administrations et des ministères. On l'appelle le drame des villages abandonnés. L'an dernier, rien ne distinguait Pardaillan, le village qui porte le nom même du plateau, des autres qui mouraient lentement entre le vignoble et la mer. C'était un beau village, encore habitable peut-être, déjà en ruine par endroits. Monsieur Coquille, le menuisier, est le seul artisan vivant. Il doit aller chercher à Béziers sa clientèle. Au bistrot tabac, qui fut un des 2 restaurants du pays, il attend parfois, le dimanche, Monsieur Lignon, l'ancien garde champêtre, et Monsieur Romuald, le garde-chasse du château. On parle des banquets du dimanche autrefois. Monsieur Ladet, le propriétaire, a pris sa retraite sur place, dans sa propre maison. Mais le secret du déclin de Pardaillan, ce n'est pas du côté des fantômes du passé, ni même entre les tombes paisibles du cimetière qu'on le trouve. Comme dans toutes les communes de France, il est inscrit ici, sur la pierre du monument aux morts de 1918. Ce sont ces absents qui font le vide, depuis 40 ans, dans les villages et les hameaux. Et puis un jour, ça a recommencé, non pas la guerre, mais la vie. 80 personnes venaient de s'installer à Pardaillan, 80 Parisiens, pour tenter une expérience unique en France. Établir ici une communauté agricole comme on en trouve en Israël. À cause du modèle, peut-être, leur histoire se raconte comme une parabole de la Bible. Ils vivent tous dans le même arrondissement de Paris, le 11e. Ils sont tourneurs sur métaux, ébénistes, mécaniciens, fondeurs chez Renault, chefs d'équipe. L'un d'eux, Vincent Thibout, a passé un an dans un kibbutz, une ferme collective en Israël. Ce qu'il a vu là-bas, il le raconte à ses parents, à ses amis. C'est la révélation d'une autre vie. Comment chacun s'est décidé, comment ils ont quitté leur quartier, leur maison, leur métier, vous le saurez, ils nous l'ont dit. En mettant leurs biens en commun, ils trouvent alloués ces 300 hectares de terre abandonnée. Faire revivre la terre abandonnée, voilà ce qu'ils ont fait écrire dès les premiers jours sur le papier à lettres en tête de la communauté. Nous vivons pour quelque chose, un idéalisme, c'est de faire revivre le caillou sur lequel vous êtes posé. Hein. Si nous avons planté des tomates à côté de Jérusalem, entre des pierres, ma foi, on peut très bien de faire de cette terre en friche un champ qui sera très beau à voir. Et je crois même autre chose, c'est que pour ces quelques 353 villages qui sont abandonnés, c'est la seule méthode pour les faire revivre. Il est évident que si un paysan arrivait ici et seul, eh bien il se casse la figure. Alors que nous, malgré toutes nos difficultés, ma foi, nous arrivons à un résultat. Une mystique de la terre, peut-être, et de la vie communautaire, mais aussi des tracteurs dernier modèle. En Israël, dont il s'inspire, on ne joue pas non plus à retourner au Moyen-Âge. Ici, d'ailleurs, tout le monde est admis, juifs, catholiques et non-croyants. Pour le reste, ils respectent les principes. Patrimoine commun, pas de salaire. Chacun perçoit directement et en nature ce dont il a besoin pour vivre. Il n'y a pas d'argent individuel. Non, absolument pas. Même pas d'argent de poche, enfin. Non, étant donné que je viens de vous dire, de chacun selon ses capacités, Oui. à chacun selon ses Alors, je sais besoins. pas, quand on va acheter un paquet de cigarettes, par exemple. Eh bien, vous avez à ce moment-là un responsable, n'est-ce pas, un économa. Notre économiste n'est pas ici. Si, c'est toi qui t'occupes de cette chose-là. La distribution du travail, la distribution des cigarettes a lieu une fois par semaine. Lucien, pour le travail lui-même, comment ça se passe? Eh bien, pour le travail intérieur, nous avons désigné des responsables par rubrique. Le plus difficile, ça a été de former ces gens qui n'étaient pas du tout adaptés à tous ces métiers sont nouveaux. Alors nous avons dû former des tracteuristes. Il faut combien de temps pour apprendre à diriger un tracteur? Pour un tracteur, il faut un mois et demi. Quand ils arrivent au printemps 1960, avec femmes et enfants, tout est à faire et d'abord réaménager l'école. Il n'en reste que 2 sur le plateau. Dans les classes du kibbutz, on accueille les enfants d'un hameau voisin menacé d'école buissonnière forcée. Ils font tous les matins 7 km en vélomoteur pour assister aux leçons d'Yves Thibout, 28 ans, promu maître d'école par autorisation de l'inspecteur d'académie. Ces enfants, et ceux-ci qu'on garde dans la nurserie, mènent la vie de la communauté telle qu'on la pratique en Israël, c'est-à-dire qu'ils vivent entre eux au lieu de vivre auprès de leurs parents. Même les tout petits, on ne les ramène pas chez eux le soir.
Les parents ne les voient jamais finalement. Oui, ils les voient pour la bonne raison qu'ils les ont 1 heure le soir tous les jours et 1 fois par semaine. Ils les ont le dimanche toute la journée. Et puis ensuite, toutes les semaines, il y a une mère qui passe la nuit à la nurserie, qui peut avoir comme ça son enfant pendant une semaine, la nuit complète. Cette vie, ils la trouveront naturelle, bien sûr, s'ils grandissent ici. Mais qu'en pensent les autres, ceux qui ont 16 ou 17 ans, qui ont connu, avant l'arrivée au kibbutz, une enfance normale? Nous leur avons rendu visite. Ils ont un dortoir où ils couchent à 2 parce qu'il n'y a pas assez de lits, avec une étagère pour suspendre leurs effets, et la pièce attenante où nous les avons retrouvés. Ils ne dansent pas, ils ne vont plus au cinéma, ils sont d'une tranquillité parfaite. Parfaite et un peu inquiétante, quand même. Si vous vouliez un soir descendre, un samedi soir, vous avez des voitures ici, vous pourriez le faire. Bien sûr, on n'a qu'à demander aux responsables. Vous n'en avez pas envie. Non, Ouais. non. Pourquoi faire On préfère faire un bridge ici ou jouer à plusieurs jeux. Oui, vous êtes des garçons très sages, quoi. Oh, sage, n'exagérons rien, mais enfin. Oui, enfin, ou lutte. Qu'est-ce que vous faites le soir? Vous êtes ici? Oui, D'ailleurs, on a un jeu de cartes ici, on a tous les jeux qu'on veut ici. Alors vous vous mettez comme ça devant la cheminée? oui. Ou à table, ou alors Oui. on prend un livre, on lit là où on peut lire dans le livre. Vous discutez? Ou on discute De quoi? sport, ce qu'on a fait dans la journée, ou sur un livre par exemple qu'on a lu dans la semaine. Choses comme ça. Dans le dortoir, là, vous couchez à 2. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Dans chaque lit. Ça vous gêne pas, ça? Oh, Vous êtes non. jamais... aucunement. Vous êtes jamais seul, quoi, finalement. Non, non, Jamais. jamais. La solitude, j'aime pas ça. Moi non plus. Moi ici, bon. Ça donne des idées, c'est jamais bon. Réveil à 5 heures ou 6 heures avec le soleil, sauf le dimanche qui est libre. Et s'ils se retrouvent le dimanche matin précisément à cette porte, vers 10 heures, ce n'est pas pour assister ensemble à une messe ou à un culte, mais plutôt à une sorte de conseil de famille hebdomadaire. Dans cette salle de réunion, tendue de matière plastique bleue, comme l'école ou la nurserie, on commente des problèmes religieux ou sociaux, aussi bien que l'avenir de la communauté. Que l'on entreprenne de refaire une grange, ou de défricher une nouvelle terre, ou encore de juger d'une faute commise, c'est ici que cela se passe, devant tous, entre tous. Une des premières décisions prises a été la construction de la cuisine. Une cuisine énorme, faite pour 80 personnes, puisqu'on prend les repas en commun. On l'a terminée au mois de mai. En septembre, en 8 jours, ils font ce poulailler modèle, bâti sur les pierres et les cailloux arrachés au terrain. En octobre, l'atelier mécanique, mis au point depuis l'été, commence à fonctionner. On a obtenu une commande de porte-manteaux pour une fabrique de Béziers. Depuis le mois d'août, les machines à coudre de l'atelier de Madame Vergne à Paris ont été transportées ici. On confectionne des robes de chambre de luxe pour les clientes de Paris. On s'en doute, les difficultés ne manquent pas. Il faut être maçon, charpentier, laboureur, affronter le premier hiver, faire face aux problèmes financiers, devant le dernier carré des anciens du pays qui ne comprennent pas, qui fuient ceux qu'ils appellent les fadas de Paris. Ce qui leur permet de tenir depuis 10 mois, c'est peut-être ceci. Un coup de hache, c'est clair, on voit ce qu'on fait. Manier une scie, un tracteur, c'est clair. Dans tous les propos que vous allez entendre, cette idée, c'est le dénominateur commun, le bien commun. Ils ont l'impression d'avoir retrouvé quelque chose, la possession de leur travail. Pour eux, l'essentiel, c'est ça, ce qu'ils font, le présent, les projets. Le passé, ils en parlent avec détachement, comme si cela ne les concernait plus. J'ai rencontré dans leur nouvelle habitation un jeune couple. Ils ont un lit, 2 tabourets comme table de chevet, une commode, des murs nus. Laurent, comment étiez-vous installé à Paris? Eh ben, on était installé très bien installé, gentiment, mais enfin c'était très petit. Une pièce de 3 mètres sur 3 mètres. On avait un divan, une table, des chaises, un buffet. Qu'est-ce qu'il y avait sur le buffet? Des bougeoirs modernes. C'était un joli buffet. Oui, vernis. Les bougeoirs étaient comment? Bougeoirs.
Vous aimiez cette pièce ou quoi? Oui, je m'y plaisais. Vous êtes heureux? Oui, très heureux ici. La vie de communauté me plaît beaucoup. Et la vie de Paris, enfermé tout seul, les sorties. La vie à Paris n'avait aucun. Et vous, Laurent? Ah, il y a un changement énorme. Pareil, j'étais chez Renault, je travaillais, je faisais l'équipe, je rentrais à 1h du matin ici. C'est la vie naturelle. Je conduis un tracteur, la vie au champ, il y a l'air, il y a tout. Nous sommes libres, quoi. Je suis libre. Ils ont une façon de parler de l'air vicié des grandes villes dont on sent bien qu'elle est moins hygiénique que morale. Qu'est-ce que vous faisiez à Paris, monsieur Fer? Je travaillais comme artisan, monteur en tricot, avec ma femme et puis mes enfants. Pourquoi vous êtes parti de Paris? Ça c'est pour fuir un peu les incommodités de la vie parisienne, le bruit, l'énervement et tout ce qui peut être dans une ville lorsque l'on est nombreux. Madame Fer, ça vous plaît la vie ici? Oui, ça me plaît beaucoup, car ici, chacun est au service de chacun. Un jour, on est blanchisseuse, le lendemain, couturière, le troisième jour à la cuisine. J'ai fait un peu tous les services. Et vous pensez que c'est un bon système? C'est un système qui est, pour moi, très bon, parce que, surtout si l'on est nombreux, ça soulage beaucoup au point de vue travail. Monsieur Robert, qu'est-ce que vous faisiez à Paris? J'étais électricien, j'avais un petit commerce dans le 20e arrondissement, artisanal d'électricité. Alors quand vous êtes venu ici, qu'est-ce qu'il est devenu ce commerce? Je l'ai vendu et j'ai fourni les fonds à la communauté de Pardaillan. Vous n'avez rien gardé? Absolument rien. C'est un cas particulier? Non. Tout le monde en a fait autant. Qu'est-ce qu'ils ont donné les autres? Selon leurs moyens qu'ils disposaient chez eux. Chacun a vendu son mobilier, son logement ou les petits souvenirs qu'ils avaient personnellement. Madame Nicole, vous êtes contente d'être ici? Mais oui, monsieur. Pourquoi? Parce que chez moi, à Paris, je venais de me marier, je suis habituée d'une grande famille et j'aime le monde autour de moi. Je ne pouvais pas vivre seule, j'étais toujours chez mes parents. Alors quand on m'a parlé de cette communauté, j'ai tout de suite été séduite. Monsieur Camille, vous aussi vous habitiez Paris, vous aviez un bon métier, pourquoi êtes-vous parti? Voilà, moi, mon fait est un peu spécial. C'est mes deux filles qui vont aller ici. Et franchement, au départ, je n'étais pas emballé du tout. Et malgré mon métier était très dur, les fonderies, vous savez, la grosse chaleur et ainsi de suite. Et après une petite réflexion, je suis venu avec les autres et puis maintenant, vous savez, j'en suis fort content. Et vous, monsieur Paul? Moi, je vous dirais que j'ai plutôt sauté sur l'occasion parce que j'ai déjà subi un peu cette vie de communautaire en tant que prisonnier. Et malgré tout, que dans ces tristes moments, j'ai trouvé les grandes joies que je retrouve dans un sens ici. Vous n'avez jamais eu envie de partir? J'en ai eu l'idée. Surtout ma femme qui a eu une difficulté à s'adapter à cette vie communautaire. Et quand elle est partie, j'ai eu le désir de partir. J'ai réfléchi le plus longtemps possible. J'ai résisté. Et c'est ma femme qui est revenue d'elle-même, sans lui écrire, sans lui téléphoner. D'elle-même, elle est revenue. Et à l'heure actuelle, pour rien ne voudrait quitter la communauté de Pardaillan. Regardez comme quelques mois suffisent pour transformer les gens, au point même qu'il est difficile de se rappeler qu'on est en France. Qui reconnaîtrait en eux des Parisiens du 11e arrondissement? Ils vont planter du blé noir au printemps et commencer l'élevage des brebis. Ils n'imaginent plus leur vie autrement désormais. C'est ce que nous ont dit Alain et Claude, les premiers fiancés de la communauté. Oui, nous pensons passer notre vie au kibbutz et si nous avons d'autres colonies ailleurs, peut-être on ira s'établir dans d'autres kibbutz, mais on ne changera pas de vie, quoi. C'est ça qui vous plaît, Claude? Oui. Oh, moi, c'est l'aventure, la vie nouvelle, tout ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle vie, ça me plaît beaucoup. Mais s'il n'y avait pas eu cette histoire du kibbutz, qui date de 2 ans après tout, c'est pas tellement vieux, qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? Moi, c'était de la couture. Et moi, j'étais mécanicien aviation. Ça, c'est fini l'aviation maintenant. Ah non, c'est terminé. Et ça, sans regret? Ah, sans regret. Eh bien, bonne chance. Merci. À bientôt. Monsieur. Il a été promu second au concours des tracteurs de Saint-Chinian. Être content d'être en plein air, de donner des coups de hache, de diriger un tracteur, c'est peut-être retrouver le sens de la vie et du travail à peu de frais. C'est témoigner peut-être d'une certaine naïveté.
Mais on peut se demander aussi ce que la société, la nôtre, avait à leur proposer à la place, de mieux. En tout cas, il est vain de leur demander s'ils sont heureux. Depuis un an, c'est une question qui ne se pose plus. Ils ont décidé qu'ils l'étaient.